Salut, c'est Val. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler des 10 choses à faire avant de partir en voyage. Il n'y a pas longtemps, je suis parti un week-end à Boston avec des amis et je me suis fait une petite to-do list des 10 choses à faire avant de partir. La première chose à faire avant de partir en voyage, c'est de regarder pour une assurance qui va nous couvrir si jamais il nous arrive. Vous avez des compagnies qui existent pour ça. Vous pouvez regarder sur Google, par exemple, comment s'assurer pour partir en voyage. Mais vous avez également des assurances qui sont fournies avec votre carte de crédit. Pour ma part, c'est Visa. J'ai donc appelé le numéro en arrière pour savoir comment j'étais couvert, qu'est-ce qui était couvert et jusqu'à combien j'étais couvert. C'est vraiment bien important de prendre ces trois éléments-là pour pas avoir de mauvaises surprises si jamais il vous arrive de quoi quand vous êtes à l'étranger. Et également, bien important de les appeler pour les aviser que vous serez à l'extérieur du pays entre telle date et telle date. Si jamais vous partez trop longtemps et que du coup Visa ou Mastercard ou la compagnie de crédit avec laquelle vous faites affaire ne peut pas vous assurer, regardez aussi auprès de vos assurances collectives. Si vous avez un employeur qui souscrit à des assurances collectives, vous pouvez avoir une assurance voyage qui vous couvre pareil que Visa ou Mastercard. Juste à les appeler, savoir comment vous êtes couvert, combien de temps vous êtes couvert et jusqu'à combien vous êtes couvert. Pour ma part, je partais en week-end avec ma voiture, donc c'est-à-dire du Canada vers les États-Unis. J'ai donc aussi appelé ma compagnie d'assurance automobile pour savoir comment j'étais assuré à l'étranger, est-ce que je serais bien assuré à l'étranger et surtout est-ce que d'autres conducteurs que moi pouvaient conduire ma voiture. Habituellement, je suis le seul conducteur principal assuré sur ma voiture, mais vu que là on partait entre amis et que le trajet est quand même assez long, je me voyais pas conduire tout le temps. Du coup, je me suis arrangé aussi avec mon assureur que si mes amis conduisaient ma voiture, ils seraient couverts au même titre que moi. Quand j'ai parlé avec la conseillère de mon assurance automobile, elle m'a conseillé d'augmenter ma couverture à 2 millions puisque j'étais seulement à 1 million et qu'aux États-Unis, le taux de change US versus le taux de change canadien est plus important. Donc, c'était préférable d'avoir une couverture à 2 millions. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté ma couverture à 2 millions seulement le temps de mon voyage. Au départ, la conseillère voulait étendre ma couverture à 2 millions jusqu'à la fin de mon contrat. Moi, j'ai refusé. J'ai pris seulement les 3 jours où j'étais en voyage, ce qui fait qu'au lieu de me coûter 25 $, ça m'a coûté seulement 2 $ et quelques. Donc, attention à ne pas vous faire avoir. Si vous n'avez pas besoin d'une couverture supplémentaire dans votre utilisation de tous les jours avec votre voiture, prenez une couverture supplémentaire seulement pour le temps où vous êtes en déplacement. La troisième chose que j'ai regardée, c'est la date de validité de mon passeport. C'est bien important déjà de s'assurer que vous ayez votre passeport, de s'assurer que votre passeport est valide le temps de votre voyage et surtout de s'assurer que votre passeport est valide 1 ou 2 mois après la fin de votre voyage, pour la simple et bonne raison que si jamais il vous arrive quelque chose et que vous devez rester dans le pays où vous êtes en voyage plus longtemps, votre passeport sera encore valide et vous n'aurez pas ces démarches-là à faire si vous voulez revenir dans votre pays. La quatrième chose que j'ai marquée sur ma to-do list avant de partir en vacances, c'est mon forfait de cellulaire pendant que je serai à l'étranger. Pour deux choses. La première, moi, c'est que je voulais avoir une couverture cellulaire pendant que je serai aux États-Unis. Et la deuxième, c'est que si vous partez pour longtemps, ça peut être utile de suspendre votre forfait de cellulaire le temps que vous êtes à l'étranger. Pour ma part, j'ai appelé ma compagnie de téléphone et je leur ai demandé comment ça se passait si je voulais avoir un forfait de cellulaire aux États-Unis. Et là, j'ai eu l'agréable surprise qui m'annonce que c'était seulement 8 $ par jour pour bénéficier du même forfait que ce que j'avais au Canada, mais aux États-Unis. On est parti à 4 adultes, donc on avait 4 cellulaires. J'ai une amie aussi qui avait la même chose que moi, c'est-à-dire 8 $ par jour pour bénéficier de son forfait. Fait que sur les 4, il y en a juste un qui a étendu son forfait aux États-Unis et ça nous est revenu à 24 $ donc pour 3 jours aux États-Unis où on pouvait bénéficier des appels et de l'internet partout où on était. C'était vraiment très appréciable, surtout pour le GPS, savoir où c'est qu'on allait aller après, comment s'y rendre, etc. La cinquième chose que j'ai marquée sur ma to-do list avant de partir en voyage, c'est d'appeler votre compagnie de carte de crédit. Peut-être que vous avez décidé de ne pas utiliser votre carte de crédit à l'étranger, mais c'est quand même important de les appeler. Si jamais il vous arrive un imprévu ou quoi que ce soit et que vous devez payer avec votre carte de crédit, il faut s'assurer qu'elle soit fonctionnelle et que le paiement va être autorisé. C'est pour ça que j'ai appelé Visa pour leur indiquer que je partais aux États-Unis pendant 3 jours, de telle date à telle date, et ma carte de crédit servirait à faire des transactions en dollars US aux États-Unis. Ils ont simplement mis une note à mon dossier indiquant que j'étais en déplacement aux États-Unis de telle date à telle date et que ma carte allait être utilisée. Comme ça, j'ai jamais eu de problème pour payer aux États-Unis. Si vous le faites pas, ce qui peut arriver, c'est qu'ils trouvent des transactions suspectes et dans ces cas-là, qu'ils bloquent votre carte de crédit le temps que vous les appeliez, ce qui fait que si vous avez un paiement urgent à faire, ça va être plus compliqué. Ce qui m'amène aux 6e chose que j'ai mis sur ma to-do list, c'est comment est-ce que j'allais payer mes dépenses aux États-Unis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré une petite somme d'argent en dollars US pour avoir
quand même un petit peu de monnaie sur moi et j'ai payé le reste de mes dépenses par carte de crédit. La différence que j'ai trouvée entre les deux, c'est que moi je trouve que c'est plus intéressant dans mon cas de payer directement avec ma carte de crédit aux États-Unis parce que retirer de l'argent, le taux de conversion à la banque n'était pas le même que le taux de conversion réel. Évidemment, il faut bien qu'ils se gardent un petit peu de cash et en plus j'avais des frais à chaque fois dans le fond pour retirer à la banque. Donc j'ai retiré une petite somme histoire d'avoir un peu d'argent sur moi et le reste je l'ai payé avec ma carte de crédit. Pour vrai, moi j'ai trouvé ça vraiment avantageux. Ils retiraient directement le montant en dollars canadiens sur mon compte. J'avais pas de frais additionnels, en fait, ils faisaient juste le taux de change, puis en tout cas s'il y avait des frais, moi je les voyais pas. Et le taux auquel ils me convertissaient l'argent était vraiment plus intéressant que le taux auquel je l'avais retiré au Canada. Du coup, si jamais je repartais aux États-Unis, je paierais davantage avec ma carte de crédit. 7e point que j'ai marqué sur ma to-do list, comment est-ce qu'on allait se déplacer à Boston? Peu importe la ville où vous allez, il faut regarder les modes de transport qui sont disponibles dans la ville où vous allez être. Pour notre part, on partait en voiture, mais on ne voulait pas se déplacer en voiture à chaque fois à Boston parce qu'il fallait trouver des parkings, parce que c'est quand même une assez grosse ville. Puis on n'avait pas envie à chaque fois de reprendre le volant, être un peu stressé en voiture. Du coup, on garait la voiture le matin à Boston et on la reprenait le soir pour rentrer à notre Airbnb. Ce qui fait qu'au départ, on avait prévu de se déplacer en métro. On avait checké, c'était 2,90 je crois le billet, 5,80 l'aller-retour et 12,50 quelque chose comme ça le pass pour la journée. Vu que nous, on faisait beaucoup de choses à pied, on s'est dit que le pass pour la journée, c'était pas vraiment intéressant. Du coup, on a pris juste des billets comme à chaque fois, donc à 2,90 la shot. Et l'idée géniale qu'on a eue, c'est de regarder le prix des Uber parce que prendre le métro, faut trouver la bouche de métro, faut trouver la ligne dans laquelle tu veux aller, faut vraiment checker la station à laquelle il faut que tu descendes. Quoique avec Google Maps maintenant c'est quand même vraiment clair. Mais on s'est dit à un moment donné, on était fatigué, on s'est dit on va peut-être prendre un Uber pour rentrer jusqu'au parking. Et on a eu l'agréable surprise de voir que c'était seulement 10$ le Uber pour se rendre du point A au point B. Du coup, 10$ divisé par 4, ça revenait juste à 2,50 chaque, c'était encore moins cher que le métro. Ce qui fait qu'on s'est pas mal déplacé en Uber. Fait que c'est sûr que si vous êtes tout seul, ça vaut plus la peine de se déplacer en métro. Mais nous, dans notre cas, on était 4, du coup, ça revenait moins cher que de prendre le métro. Fait que éventuellement, si vous partez à plusieurs, c'est vraiment des choses à checker. Ça dépend des villes, ça dépend les heures où vous prenez un Uber, mais ça peut valoir la peine de se déplacer en Uber. 8e chose que j'avais mis sur ma to-do list, c'est le parking. Comme je vous ai dit, on partait en voiture et du coup, il fallait une place où laisser la voiture de façon sécuritaire et pas trop cher. On a un peu regardé le prix des parkings à Boston et là, on s'est dit, ouh là là, ça va nous coûter cher. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une application qui s'appelle Best Parking. Je vous mettrai les liens dans la description. Franchement, cette appli est géniale. On marquait l'adresse où on voulait aller et elle nous affichait les parkings aux alentours avec des prix différents et on avait juste à choisir. On sélectionnait notre parking, de quelle heure à quelle heure on voulait y aller, ça nous revenait de temps. On payait avec notre carte de crédit, on arrivait, on se garait dans le parking. Le soir pour ressortir, on avait un QR code, on scannait le QR code et on partait. Et franchement, ça divisait le prix des parkings par 2 voire par 3 tellement c'est cher se garer à Boston. En plus, à chaque fois, on avait des parkings franchement sécuritaires, couverts et tout. Ça valait vraiment la peine. Bon, pour la petite anecdote, à chaque fois qu'on voulait sortir du parking, on n'a jamais réussi parce que genre le QR code ça marchait jamais, on comprenait pas trop comment ça fonctionnait. Mais en appelant l'assistance du parking, ils nous ouvraient la barrière puis on était correct. Fait que franchement, cette application elle vaut la peine pour économiser sur le parking. Et si vous prévoyez vous déplacer en voiture avec votre voiture ou avec une voiture de location, regardez vraiment combien ça coûte les parkings parce que sinon vous pourriez avoir une grosse surprise. 9e point que j'ai marqué sur ma to-do list, c'est le plan B logement. Nous, on avait décidé de prendre un Airbnb à 40 minutes de route de Boston. Pour vrai, en plus, c'était génial le Airbnb, mais on ne sait jamais, au dernier moment, le Airbnb peut annuler ou pour n'importe quelle autre raison, il faut avoir un plan B logement. Ne serait-ce que d'avoir l'adresse d'un hôtel avec un parking où vous pouvez aller, c'est sûr que ça va vous coûter plus cher, mais faut savoir quand même où vous retrouver pour pas être dans la galère
au dernier moment. Le dernier point que j'ai marqué sur ma to-do list, donc le 10e point, c'est le numéro du consulat général de France à Boston. Pour ma part, je suis français, donc j'ai un passeport français. On a des amis qui étaient avec nous qui avaient un passeport canadien parce qu'ils étaient canadiens. C'est vraiment important de marquer le numéro du consulat général du pays où vous êtes, qui se trouve dans la ville où vous êtes. Je sais pas si c'est clair là, mais pour moi c'était le consulat général de France à Boston. On ne sait jamais si vous arrive un accident, si vous vous faites arrêter pour n'importe quelle raison. N'oubliez pas que c'est pas votre pays, vous connaissez pas le système judiciaire ou le système de santé. Si vous êtes comme moi, Yes No Toaster en anglais, et ben ils vont tous parler anglais puis ils vont pas vraiment faire d'efforts pour vous comprendre. Du coup, vous allez pouvoir appeler le consulat qui va parler dans votre langue et qui lui va connaître le système judiciaire ou de santé du pays. Fait que ça peut paraître niaiseux, mais avoir le numéro du consulat général de l'endroit où vous allez dans vos contacts, c'est vraiment important. Vaut mieux l'avoir et pas l'utiliser qu'en avoir besoin et pas l'avoir. Donc c'était ça mes 10 choses à faire avant de partir en voyage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez recevoir mes prochains conseils. Et n'oubliez pas, dans la vie, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, donc lancez-vous!